La servante écarlate, chapitre 9. Ma chambre. Car enfin, il faut bien qu'il y ait un endroit que je revendique comme mien, même par les temps qui courent. J'attends dans ma chambre, qui est à ce moment précis une antichambre. Quand je vais me coucher, c'est une chambre à coucher. Les rideaux flottent toujours dans le vent léger. Dehors, le soleil brille toujours, bien qu'il n'entre plus droit à travers la fenêtre. Il s'est déplacé vers l'ouest. J'essaye de ne pas raconter d'histoire, du moins pas celle-ci. Quelqu'un a vécu dans cette chambre avant moi, quelqu'un qui me ressemblait. Du moins c'est ce que je veux croire. Je l'ai découvert 3 jours après mon installation ici. J'avais beaucoup de temps à faire passer. J'ai décidé d'explorer la chambre. Non pas à la hâte, comme on explore une chambre d'hôtel, sans s'attendre à la moindre surprise, à ouvrir et fermer les tiroirs de commode, les portes de placard, à déballer des minuscules savonnettes, à tâter les oreillers. Est-ce qu'il m'arrivera jamais de retourner dans une chambre d'hôtel ? Comme je les ai gaspillées, ces chambres, cette liberté de ne pas être vue, privilège en location. Les après-midi, quand Luc était encore à se dégager de sa femme, quand j'étais encore irréelle pour lui, avant que nous soyons mariés et moi concrétisée, j'arrivais toujours à la première, je signais le registre. Il n'y avait pas eu tellement d'occasions de ce genre, mais ça me semble maintenant une décennie, comme toute une époque. Je me rappelle ce que je portais. Chaque corsage, chaque foulard. J'arpentais la chambre en l'attendant. Je branchais la télévision, puis l'éteignais. Je me mettais du parfum derrière l'oreille. Ça s'appelait opium. C'était vendu dans un flacon chinois rouge et or. J'étais anxieuse. Comment savoir s'il m'aimait ? C'était peut-être juste une aventure. Pourquoi disions-nous juste ? Pourtant, en ce temps-là, les hommes et les femmes s'essayaient l'un l'autre avec des involtures, comme des vêtements, et rejetaient tout ce qui n'allait pas. On frappait enfin à la porte. J'ouvrais, empli de soulagement, de désir. Il était si éphémère, si condensé, et pourtant il semblait inépuisable. Nous étions étendus dans ces lits de l'après-midi, après, les mains de l'un posées sur l'autre, à parler. Possible, impossible, que pouvions-nous faire ? Nous pensions avoir de tels problèmes. Comment pouvions-nous savoir que nous étions heureux ? Mais à présent, même ces chambres me manquent. Jusqu'aux affreux tableaux suspendus au mur, paysages de feuillage d'automne ou de neige tombant dans les forêts, ou femmes en costume d'époque au visage de poupées de porcelaine, tournures et ombrelles ou clowns au regard triste, ou coupes de fruits raides et d'aspect crayeux. Les serviettes propres étaient prêtes à être souillées. Les corbeilles à papier béantes leurs invites, appelant à elles les déchets insouciants. Insouciance. J'étais insouciante dans ces chambres. Je pouvais décrocher le téléphone et des mets apparaissaient sur un plateau. Des plats que j'aurais choisis, des aliments qui m'étaient déconseillés sans doute, et des boissons aussi. Il y avait des bibles dans les tiroirs des commodes, placées là par quelque société charitable, que, probablement, personne ne les lisait. Il y avait aussi des cartes postales avec des photographies de l'hôtel, et on pouvait écrire ces cartes et les envoyer à qui on voulait. Cela semble tellement improbable aujourd'hui, comme quelque chose qu'on aurait rêvé. J'ai donc exploré ma chambre, sans hâte, cette fois, pas comme une chambre d'hôtel, sans la gaspiller. Je ne voulais pas avoir tout d'un coup. Je voulais faire durer la chose. J'ai divisé la chambre en sections, dans ma tête. Je m'autorisais une section par jour. Cette unique section, je l'examinais avec la plus grande minutie. Les inégalités du plâtre sous papier béant, les éraflures de la peinture de la plinthe et du report de la fenêtre, sous la couche supérieure de peinture, les taches du matelas car j'allais jusqu'à soulever draps et couvertures, en les repliant petit à petit, de façon à pouvoir les remettre en place rapidement si quelqu'un était venu. Les taches du matelas, comme des pétales de fleurs séchées, paressantes, amour ancienne. Il n'y a pas d'autre genre d'amour dans cette chambre à présent. Quand je l'ai vue, cette preuve laissée par 2 personnes, trace d'amour ou de quelque chose d'analogue, de désir au moins, ou au moins de contact entre 2 personnes, peut-être aujourd'hui vieilles ou mortes, j'ai redécouvert le lit, puis je me suis couchée dessus. J'ai regardé vers l'œil de plâtre aveugle au plafond. Je voulais sentir Luc allongé à côté de moi. Ça m'arrive, ces attaques du passé, comme une faiblesse,
une vague qui me déferle par-dessus la tête. Parfois c'est à peine supportable. Que faire, que faire? Il n'y a rien à faire. Qui se contente d'attendre a aussi son utilité. Ou de se coucher et d'attendre. Je sais pourquoi la vitre de la fenêtre est en verre incassable, et pourquoi ils ont enlevé le lustre. Je voulais sentir Luc étendu près de moi, mais il n'y avait pas de place. J'ai gardé l'armoire pour le 3e jour. J'ai d'abord examiné soigneusement la porte, intérieure et extérieure, puis les parois, avec leurs crochets de cuivre. Comment ont-ils pu oublier les crochets? Pourquoi ne les ont-ils pas enlevés? Trop près du sol? Pourtant, un bras, c'est tout ce qu'il faut. Et la tringle avec les cintres en plastique, d'où pendent mes robes, la cape de laine rouge pour l'hiver, le châle. Je me suis agenouillée pour inspecter le sol, et je l'ai vu, en lettres minuscules, tout frais, semblait-il, griffé avec une épingle ou peut-être juste avec l'ongle, dans le coin où tombait l'ombre la plus noire. Nolite te salopardes exterminorum. Je ne savais pas ce que signifiait, ni même quelle langue il s'agissait. J'ai pensé que c'était peut-être du latin, mais je ne savais pas le latin. Pourtant c'était un message, et il était écrit, et de ce seul fait défendu, et il n'avait pas encore été découvert. Sauf par moi, à qui il était destiné. Il était destiné à quiconque aurait été la suivante. Cela me plaît de méditer ce message. Cela me plaît de penser que je communie avec elle, cette femme inconnue, car c'est une inconnue, ou si on sait qui elle est, elle n'a jamais été évoquée devant moi. Cela me plaît de savoir que son message tabou a survécu, a touché au moins une autre personne, a été déposé sur la paroi de mon armoire, a été ouvert et lu par moi. Parfois je me répète les mots à moi-même. Cela me donne cette petite joie. Quand j'imagine la femme qui les écrit, je pense à quelqu'un d'à peu près mon âge, peut-être plus jeune. Je la transforme en Moira. Moira telle qu'elle était à l'université, dans la chambre voisine de la mienne. Fantasque, désinvolte, athlétique, avec pendant un moment une bicyclette et un sac à dos pour les randonnées. Des taches de rousseur, je crois, irréférencieuse, ingénieuse. Je me demande où elle est. Où est? Qu'est-ce qu'elle est devenue? J'ai fait un essai sur Rita, le jour où j'ai trouvé le message. J'ai demandé qui était la femme qui habitait dans cette chambre avant moi. Si j'avais posé la question différemment, si j'avais dit est-ce qu'il y avait une femme dans cette chambre avant moi, je n'aurais peut-être rien obtenu. Laquelle a-t-elle fait d'un ton hargneux, soupçonneux? Mais c'est presque toujours le ton qu'elle prend quand elle s'adresse à moi. Donc il y en a eu plus d'une. Certaines ne sont pas restées tout le temps de leur affectation, leurs 2 ans pleins. Certaines ont dû être envoyées, pour une raison ou une autre. Ou peut-être pas envoyées, parties. La fille dégourdie, j'essayais de deviner, celle aux taches de rousseur. Vous la connaissez? A demandé Rita, plus soupçonneuse que jamais. J'ai menti. Je l'avais connue avant. J'ai entendu dire qu'elle était ici. Rita a accepté ma réponse. Elle sait qu'il doit y avoir un téléphone arabe, une espèce de réseau secret. Elle a dit « Elle n'a pas fait l'affaire ». J'ai lancé « À quel égard ?» sur un ton aussi neutre que possible. Mais Rita était bouche cousue. Je suis comme un enfant ici. Il y a des choses qu'il ne faut pas me dire. Ce qu'on ne sait pas ne peut pas me faire de mal. Voilà tout ce qu'elle a bien voulu dire.